Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. Les grands moments d'excitation politique, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs dans le monde, quand on regarde ça, sont toujours pénétrés d'une bonne dose d'art. Pendant la Révolution tranquille, c'est Parizeau qui disait « Ah, ça a été une poignée d'artistes, d'intellectuels, puis quelques politiciens qui ont fait ça, qui ont commencé ça. » Pendant le Printemps érable en 2012, on a vu une explosion artistique. Il y a eu l'École de la Montagne Rouge qui faisait des super belles œuvres visuelles qu'on voyait dans la rue. Il y avait toute cette création-là sur Internet. Puis depuis, tous les mouvements sociaux, politiques qui prennent forme au Québec, on l'a vu avec MeToo, on l'a vu avec le mouvement de la jeunesse environnementaliste autour de Greta, puis de la grève du vendredi, ont été comme auréolés d'une gang de créateurs, d'artistes qui, sur le web ou dans la rue ou dans toutes sortes de magazines, de publications, de créations, se sont mis à exprimer une identité, un désir, une poussée populaire, bref, tout ce qui est pas des points politiques ben drap, ben frettes qu'on peut écrire sur une feuille dans une déclaration de principe ou autre truc du genre. Tout ce qui regarde plus cette espèce de mouvement du corps, cette espèce de mouvement du cœur qui est profondément politique. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Arthur Koestler qui parle de la libido politique des gens, puis qui est quelque chose qu'on peut pas mettre de côté quand on veut faire une révolution sociale, quand on veut changer les choses. On peut pas juste dire ça se passe au Parlement avec des parlementeries puis des échanges de statistiques et d'idées politiques. Faut aussi penser à cette libido politique-là qui est dans la population, puis faut qu'on soit capable de jouer sur cette libido politique-là. Donc, pour explorer ce sujet qui me tient vraiment à cœur, je suis moi-même une artiste, puis je suis entrée en politique avec le désir d'amener de l'art en politique. J'ai demandé à 3 artistes qui étaient pour moi profondément politiques de me parler de leur démarche puis de jaser avec moi. On va commencer par Martin Bureau, qui est un peintre de Québec super reconnu, qui a eu plein d'histoires abracadabrantes qui ont notamment été parfois explosives dans les médias, à nous raconter. C'est assez enlevant. On va rencontrer ensuite Élise Gravel. Si vous avez des enfants, c'est sûr que vous savez c'est qui. C'est une de nos plus grandes vedettes auprès de notre jeunesse et de nos enfants. Auteure et illustratrice. Et finalement, Christian Lapointe, qui est un homme de théâtre, créateur québécois, qui a fait une constitution du Québec au théâtre. Fait qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec Martin Bureau. Salut Martin Bureau. Allô? Ça va bien? Très bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben là, de ce temps-là, je fais des tableaux, je fais de la peinture. Puis, parce que dans la vie, je suis un peintre, puis je suis aussi un cinéaste documentaire, puis des fois, je fais des installations vidéo interactives aussi, ce genre d'affaires-là. Puis des fois, je fais des embarques dans Rivière-Saint-Charles. Fait que t'es un artiste de l'image, tu tripes sur l'image. Je tripe sur l'image, puis le sens surtout donné par l'image. Ben oui, j'imagine, un artiste. T'as fait beaucoup d'œuvres qui touchent à la politique, c'est clair quand on regarde ce que tu fais. Puis t'as même eu une aventure politique un peu avec ton tableau, un gros tableau gigantesque extraordinaire qui s'appelle L'incendie du Parlement, qui est clairement le Parlement du Québec en feu, et qui s'est ramassé à la Bibliothèque du Parlement. Il a rentré dans la Bibliothèque du Parlement, le Parlement en feu. Si vous voulez aller le voir, allez-y, c'est magnifique. Mais il faut que tu nous expliques comment t'as réussi ce coup-là. Comment j'ai réussi? Ben, c'est effectivement un coup. Je vais raconter la genèse de tout ça. Parce que avant qu'il y ait le Parlement en feu, il y a eu la bouche d'égout de la reine avec le panache. Je sais pas si tu te souviens de ça, cette histoire-là. Non, raconte-moi. OK. C'est en 2008, dans le cadre du 400e de la Ville de Québec, il y avait l'organisme Foliculture, en partenariat avec la Ville de Québec, dans le cadre des festivités du 400e, qui avait demandé à 10 artistes de concevoir des bouches d'égout, donc des matrices artistiques pour être coulées en fonderie pour réaliser des vraies bouches d'égout qui allaient être installées dans... Des bouches d'égout avec une espèce de design dans le métal. Là. Exact, ça s'appelle manhole cover art, dans le fond, le terme là, en français, je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais bref, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire que des artistes vont désigner la bouche d'égout en bas-relief qui va être coulée, mais c'est une vraie bouche d'égout avec les vraies normes là, urbanistiques qui régissent tout ça. Et puis, donc, moi, j'étais à ce moment
moment-là en train de tourner mon premier long métrage, Une tente sur Mars, qui portait sur la colonisation dans le Nord. Donc, tout ce qui était les structures coloniales, j'étais très documenté là-dessus, très sensible à ça. Et puis, donc, pour moi, la fête du 400e, c'était une fête coloniale, parce que c'était la fête de l'arrivée des Blancs ici. Et puis, on était en 2008, mais en 2009, une année après, il y allait avoir une fête qu'on n'allait pas fêter, c'est-à-dire la victoire de la conquête des Anglais sur les plaines d'Abraham en 2009. C'était le 250e anniversaire de la conquête. Mais personne n'en parlait de ça parce que c'était, finalement, du point de vue du fait français, c'est une défaite. Donc, on va pas fêter la défaite. Ben, je me souviens qu'il y avait du monde, il avait dit, on va faire une espèce de fête de commémoration. Puis là, Pierre Falardeau s'était choqué puis il avait dit, non, on laissera pas ça arriver. Puis finalement... Ça n'a pas eu lieu. De mémoire, en fait, il y avait pas eu de fête. Mais moi, je m'étais dit, je vais faire un pied de nez au 400e, puis moi, je vais créer une plaque commémorative pour l'année d'après. Je veux dire, donc, parce que vu que personne va fêter cette fête-là, la fête de la conquête, moi, je vais le faire. Je vais créer une plaque commémorative. Donc, comme c'était une bouche d'égout, comme c'est au sol, j'ai imaginé le 25 cents, la reine. Donc, nous, dans nos poches, notre monnaie, c'est encore une monnaie coloniale, dans le fond, qu'on a encore aujourd'hui. On a la face de la reine détampée sur notre argent. Ouais, on l'oublie, hein. On l'oublie. Puis, donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement flippé le caribou, le panache du caribou. J'ai remplacé la couronne de la reine par le panache du caribou qui est de l'autre côté du 25 cents. Puis j'ai écrit 1759-2009, quart de pièce, Québec. Donc j'ai fait un gros 25 cents, mais en remplaçant la couronne par le panache du caribou qui lui symbolise l'identité autochtone. Donc, les Inuits, leur symbole identitaire, c'est le caribou. Et puis, donc, ce qui est arrivé, dans le processus de fonderie, avec la fonderie de Bibi, qui est une fonderie de la Rive-Sud de Québec, qui devait couler les pièces, l'employé qui était en charge de couler les matrices des 10 artistes a vu ma pièce, puis il a dit, il y a un contenu politique là-dedans. Il dit, je vais aller voir le patron, je suis pas à l'aise de couler ça. Oh, mon Dieu. Fait que là, le patron de la fonderie, il a vu ça, puis il était d'accord avec ça, fait qu'il a dit, non, on coule pas ça. Ils ont appelé la Ville de Québec. La Ville de Québec ont pris le même point de vue. On dit, non, on peut pas couler cette pièce-là. Ils ont appelé Foliculture pour dire, la pièce de Martin Bureau, on la coulera pas, elle sera pas installée. Attends, là, quand t'as su ça, t'étais-tu fier, fru? Comment tu t'es senti? Moi, j'étais super content. J'étais super content parce que c'est un cas de censure. Oui. Un cas de censure. Puis moi, c'est des œuvres d'art. Là. On peut pas représenter la reine alors qu'on la voit tous les jours sur notre pièce de monnaie, comme si cette image-là nous appartenait pas alors qu'elle nous était imposée. Exact. Puis il y avait aussi l'espèce de côté ironique de la commémoration de la fête de la conquête, aussi dans un contexte aussi politique des fêtes du 400e financées par le fédéral. Mais c'est délicat, tu peux pas... Mais eux, ce qui les chicotait, c'était la face de la reine peut pas être une bouche d'égout. Ouais. La face de la reine peut pas être une bouche d'égout et puis tu mets pas sur la tête de la reine un panache de caribou. OK. Je veux dire, c'est comme tu veux pas affubler la reine d'attributs qu'elle aimerait pas, par exemple. Ouais. Donc, là, un cas de censure, on est à un mois de l'événement. Là, le milieu de l'art est au courant de ça. Là, les journalistes commencent à en entendre parler. Là, ils veulent faire des entrevues, mais là, on dit non, on fait pas d'entrevue, on va pas tuer l'événement, on va laisser la place aussi. Il y a 9 autres artistes qui sont là. On va pas tout prendre la place. Fait que la firme de communication qui avait été engagée pour le travail, on dit on fait un embargo, puis personne n'en parle avant le jour du vernissage. De cet événement de censure. De cet événement de censure-là. Entre-temps, dans l'intervalle, il y avait la gouverneure générale de l'époque, qui était Michaëlle Jean, qui faisait une tournée canadienne, des villes canadiennes. Elle faisait des dîners d'artistes. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait dans toutes les grandes villes du Canada, puis elle demandait à une quinzaine d'artistes de chaque place de venir manger avec elle. Donc, elle demandait à des gens de la danse, du théâtre, des arts visuels, tout ça. On était une petite gang, le gros protocole, puis tout ça. On va dîner avec la gouverneure générale. On arrive là-bas, puis moi, j'étais assis par hasard autour de la table, j'étais assis avec son directeur du protocole. Donc, c'est lui qui organise tout son agenda, son horaire. Ça fait qu'on parle, on fraternise, nos assiettes sont servies, on mange du caribou, puis on boit du vin autochtone. Fait que là, moi, je jubile parce que j'ai mon histoire de caribou qui s'en vient, puis j'ai mon histoire d'autochtone aussi parce que le panache du caribou, etc. Et puis donc, l'histoire se passe. Finalement, le jour de l'inauguration, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je désinaugure ma pièce au lieu de l'inaugurer. Je l'enlève. Je l'avais installée en cachette, puis je l'enlève. Puis donc, elle a été coulée quand même? Je l'ai fait couler à mes frais dans une autre fonderie. OK. T'es un coquin. C'est important. OK. C'est important. Oui, c'est ça. T'as dit, je m'en vais. OK, c'est ça. Tu oui. voulais absolument pas ne pas la faire. Fait que là, t'es allé la faire fondre. Sachant que et l'installer à une bouche d'égout.
installé, oui, exactement. C'est que, sachant qu'il voulait pas couler ma pièce, j'ai retiré ma matrice, puis j'ai contacté une autre fonderie, parce que je voulais au moins physiquement la faire. Même si je savais pas qu'est-ce qui allait arriver par après, mais je voulais physiquement la faire, puis la montrer, tu sais, dans le sens que c'est ça qui a été censuré. Avec des grandes zones vides, parce que c'était supposé être écrit Ville de Québec, Fonderie Bibi, il y avait tous les commanditaires décrits sur moi, mais moi, il y avait des zones vides tout le tour de la bouche d'égout, donc. Et puis, donc, c'est effectivement, faut le préciser, ça fait partie du cœur de l'histoire, elle existe. J'ai même recouvert de feuilles d'argent aussi pour avoir, lui donner un côté précieux comme un 25 cents, finalement, avec l'éclat du métal. Donc, j'ai désinauguré la pièce. Puis là, c'est parti en vrille. Au niveau médiatique, là, ça a pris 24 heures. Ça, c'est quelques jours après le vin autochtone et le... Ça, c'est quelques jours après le vin autochtone, le dîner avec la représentante de la reine. Fait que là, moi, tout se touchait, dans le fond. Oui, c'est vrai. J'avais du gros fun. Ça fait que là, donc là, c'est parti, donc en vrille dans les médias, radio, télé à Québec. Après ça s'est étendu à Montréal. Après ça, là, il y avait, là, c'était la contestation, la censure, puis le point de vue journalistique était toujours un artiste censuré, puis comme si donc, le point de vue journalistique, t'étais favorable? Oui. Au départ, oui, vraiment. Ouais. Sauf quand c'est parti après ça du côté du Canada anglais. Ah. Parce que dans la nouvelle rebondit, puis finalement c'est tombé sur les fils de presse du Canada anglais, donc de CanWest. Puis là, c'était le point de vue complètement au contraire, c'est-à-dire que là, c'était vraiment une insulte à la reine. Tandis qu'au Québec, il y avait beaucoup de dérision, d'ironie. On comprenait une forme de légèreté qu'on pouvait avoir, ou l'espèce d'ironie qu'on porte sur le symbole de la reine. Ils prennent ça encore au sérieux, c'est fou. Vraiment. Et puis donc là, c'était là, j'ai passé comme les 2 semaines à vraiment, parce que ça se multipliait, ça a explosé dans tous les pays du Commonwealth, aller jusqu'au Delhi, India, en Inde. Wow. Fait que finalement, ton œuvre d'art, elle a eu un impact inespéré, dans le fond. Complètement. C'est ma première sculpture à vie. Je suis pas un sculpteur, mais j'avais fait un bas-relief pour le besoin de la cause parce que ça avait été une commande, mais j'ai jamais eu autant de... Mais t'as-tu l'impression que c'est un des buts d'une œuvre ou un des buts de l'art, tu sais, de faire en sorte que ce que tu fais provoque une espèce de changement, de paradigme ou de questionnement nouveau ou de réaction interne là, dans ceux qui... C'est ça. Pour moi, ça a été un tournant, cette réalisation-là, parce que, justement, donc, étant peintre, étant représenté en galerie, j'ai toujours été dans les espèces de, finalement, cages dorées, parce que, je veux dire, un beau créer des tableaux qui sont critiques, contestataires, engagés. Si tu les gardes seulement dans des galeries privées, dans un milieu privilégié, c'est l'espace social, c'est le milieu social qui fait en sorte que c'est l'espace public qui fait en sorte qu'une œuvre va déranger ou va avoir... Ça te satisfaisait pas d'avoir un bon succès dans ce milieu-là de galerie? C'est pas que ça me satisfaisait pas, c'est que j'ai réalisé à quel point l'œuvre dans l'espace public avait un impact énorme. Puis moi, j'ai réalisé à quel point aussi l'engagement que je créais dans mon travail m'amenait là, finalement. M'amenait dans l'espace public, m'amenait vraiment à dialoguer dans le social. Puis ça a été vraiment une grande source d'émancipation pour moi dans mon travail. Mais est-ce que tu considères que toute l'excitation médiatique autour de ton œuvre, pour toi, là, excitation médiatique, j'imagine, à laquelle tu as participé, t'as-tu passé des entrevues, tout ça? Oui. Est-ce que ça faisait partie de l'œuvre pour toi? Ben, c'est devenu ça. Ouais. Mais j'avais pas prévu du tout, moi, qu'est-ce qui allait arriver. Mais au fil du temps que ça avançait, dans les semaines qui passaient, toutes les entrevues, tous les différents médias, les médias de l'art, les médias plus politiques, les médias sociaux, etc. Les médias sociaux, ça s'est enflammé complètement, là. Il y avait les ultranationalistes d'un côté qui m'érigeaient en héros, après ça, t'avais les loyalistes qui me traitaient en diable, puis eux-mêmes s'obstinaient entre eux autres sur les blogs, et puis c'était les loyalistes du Canada anglais, j'imagine, ne pas d'avoir gros Québec. Non, c'est ça, mais okay. Canada anglais, effectivement, mais le message se promenait vraiment, vraiment partout, puis c'était impressionnant de voir ça aller. Et puis bon, là, ce qui est arrivé en plus là-dedans, c'est que les collectionneurs se sont intéressés à la pièce, fait que là, avec mon galeriste, on a décidé de la faire couler en 5 exemplaires, puis ça s'est vendu tout de suite. Après ça, le Musée du Québec s'est intéressé à la pièce. Dans le cadre du 400e, il y avait une exposition qu'ils ont fait sur les artistes qui avaient marqué Québec dans les 10 dernières années. Donc, ils m'ont invité avec des tableaux, mais aussi avec cette pièce-là. Et puis, ils en ont fait l'affiche de leur exposition. Donc, la Ville de Québec, qui avait censuré l'œuvre, s'est retrouvée placardée partout avec la bouche de la reine dans l'espace de quelques mois, avec la face de la reine qu'ils voulaient pas voir dans la bouche d'égout. Ils l'avaient partout dans la face, partout dans la ville, sur les babillards. Parce que c'était l'affiche C'était l'affiche de l'expo collectif du musée, en fait. Ils ont fait l'affiche avec ça. Donc, moi, c'était
allait d'ironie en ironie, de petite victoire en petite victoire. Puis ça a été vraiment une super belle aventure qui a justement consolidé cette position-là d'engagement que je développais puis que je portais. Puis à partir de ce moment-là, on m'a toujours abordé comme un artiste engagé. Puis c'est après ça que j'ai dû calmer le jeu pour dire un instant, oui, un artiste engagé, là, c'est l'engagement dans l'art, c'est un terme qui, à mon sens, est un petit peu galvaudé parce que c'est un petit peu trop glorifié à mon sens. Il y a beaucoup plus d'engagement que des artistes engagés. Je veux dire, juste prenons toi, qu'est-ce que tu fais là en ton rôle de député, c'est un engagement qui va au-delà de ta position d'artiste comédienne. Je sais que tu les imbriques, tu les fusionnes, mais je pense aussi que pour moi, les psychologues, les éboueurs, les préposés aux bénéficiaires, c'est des gens qui portent un engagement vraiment, vraiment fort. Ouais. Et moi, je suis dans mon atelier puis je fais des tableaux, là, c'est assez confortable là, en général. Mais je fais des films puis je m'envoie dans des lieux troubles aussi, mais la prise de risque est contrôlée, est assumée et est personnelle. On idolâtre la notion d'engagement en art, je trouve, un petit peu. Bref, parenthèse là-dessus. Fait que ça a été une super belle histoire qui a été un tournant dans mon travail. Donc, on est en 2008. En 2013, 5 ans après, on est dans le contexte de la commission Charbonneau sur les enquêtes de corruption et collusion entre le gouvernement et les firmes d'ingénierie. Comme tout le monde, j'écoute la langue de bois de la commission, ça me choque, j'en maudis, puis je trouve qu'on se fait berner complètement dans le discours qui se rend jusqu'à nous. Il n'y a aucune action judiciaire qui est prise. Tu vois, à ce jour, en 2020, il y a personne qui a été condamné suite à ça. Non. Et puis, ça a l'air à vouloir traîner en vraiment longueur. Non, c'est un excellent exemple qui peut renforcer le cynisme puis qui dit, genre, coudon, il y a des gens qui sont jamais mis face à leur faute, là. Exactement. Certaines personnes peuvent se sauver de ça. Oui, là est la grande responsable. Ouais. Et d'autres personnes, tu sais, il y en a dont on connaîtra jamais le nom, là, probablement. Aussi. Donc, moi, avec l'expérience de la bouche d'égout, de la reine, me vient l'idée de peindre le Parlement en feu comme réaction à ce discours-là. Au discours à ce que tu vois de la commission Charbonneau. Ouais. Aux politiques en place, le discours qui vient avec ça. Donc, je me dis, la démocratie est malmenée. Puis nous, la démocratie est en feu. Ouais, la démocratie est en feu. Donc, il y a aussi la tradition la longue tradition des parlements en feu des peintres. La peinture historique a toujours peint les parlements en feu, tous les parlements qui ont brûlé. Donc, comme les églises en feu aussi, je me trompe-tu? Comme les églises en feu aussi, mais les parlements en feu c'est comme une ligne de la peinture d'histoire. On pense à Turner qui a peint le Parlement de Londres en feu. On pense ici au Québec à Joseph Légaré qui a peint le Parlement du Québec en feu, alors qu'il était à Montréal. Dans la foulée, c'est des patriotes qui avaient mis le feu si je me souviens bien, au Parlement. Puis mais c'est toujours des vrais incendies. C'était des vrais incendies. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que nous, le Parlement, il brûle métaphoriquement, dans le fond. C'est fait que je vais mettre le feu. Je vais faire le tableau du Parlement en feu, puis je vais le faire monumental. Tu sais, je vais pas faire un petit tableau, là, je vais le faire monumental. Là. Ça fait 12 pieds de haut par 10 pieds de large. Et puis, je vais leur offrir en don, puis ils vont me dire non, parce qu'il y a personne qui veut accrocher le tableau de sa maison en feu dans son salon. Donc, c'était au Parlement at large, là. Tu voulais offrir ça à l'Assemblée nationale. Ouais. OK. Et puis, je me suis dit, ils vont me servir une langue de bois dans leur refus. Puis moi, je vais me servir de cette langue de bois-là avec mes contacts médiatiques, pour essayer de créer un buzz autour, puis finalement de dialoguer avec eux autres, mais faire ressortir le ridicule de cette langue de bois-là. Mm-hmm. Donc, puis l'insulte. Puis de pourquoi cette métaphore-là de le Parlement est en feu pendant la commission Charbonneau est mauvaise, pas avenue, pourquoi ça serait pas, tu sais, pour que le dialogue puisse mener à toi posant cette question-là, non? Oui. Parce que c'est des fois, tu dis, en art, souvent, ou même au-delà de l'art, moi, je sais que maintenant que je suis députée, il y a plein de choses que je dis. Je sais que je franchis des lignes qui étaient pas des lignes franchies avant quand j'étais artiste. Mais le langage, il y a une zone de questionnement qui sont juste pas bienvenues parce que l'institution est tellement sclérosée que si on se met à se poser ces questions-là, ça finira plus. À sortir des codes. Si on se met à sortir des codes et à rentrer dans le vrai, ouais. On n'en finira plus parce que, je dirais pas la fausseté, mais le spectacle, là. Le spectacle très, très, très rigide, très ancien, très, très plate, très prévisible, est tellement loin de la réalité, est tellement loin de ce dont on aurait vraiment besoin de parler, des problèmes qu'on aurait vraiment besoin de régler, qu'il y a une peur collective dans cette institution-là, selon moi, là, d'entrer là-dedans parce que ça finirait plus, parce que ça pourrait, ça va tout chambouler, ça va tout, puis comme beaucoup de vieux régimes aussi, là, qui ont eu peur que la parole libre se mette à s'exprimer, puis ça déboule. Fait que si t'arrives avec une question comme un souci de dialogue, comme est-ce que le Parlement est en feu, métaphoriquement,
face à eux, c'est sûr que l'envie de discuter sera pas là. Ben, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais que j'allais recevoir une fin de non-recevoir radicale. Mais je me disais vraiment, ils vont me le dire d'une manière complètement empoulée avec des mots dorés, avec du vernis, tout ça. Puis c'est là que moi, je voulais rentrer. Là, moi, je me dis, ma craque est là, puis c'est là que je veux rentrer parce que c'est justement de ça que je veux parler, de cette langue de bois-là qui veut plus rien dire, de ce spectacle-là que tu veux dire aussi, qui probablement retarde plus la résolution de problèmes que les affronte. Tu sais, je veux dire, si on fait juste créer du spectacle, mais qu'on s'attaque pas au problème, finalement, on repousse aux autres générations. C'est ce qu'on fait toujours. On repousse à l'autre gang après les problèmes, on pèle en avant. Donc, pour ce faire, je voulais pas arriver là, cogner à la porte au Parlement avec mon tableau, qui est trop gros pour traîner comme ça de même de toute façon, puis dire hey, salut, je m'appelle Martin Bureau, je parle au gardien à l'entrée, tu sais, puis le premier que je vois, puis je dis je voudrais donner ce tableau-là, puis là, je me suis dit ça marchera pas. Fait que là, il faut que je le fasse professionnellement. Fait que j'ai pensé à... Là, tu voulais l'offrir gratos, là? Oui. OK. L'offrir gratuitement au Parlement, à l'Assemblée nationale. Puis sachant aussi que c'était énorme, puis que ça vaut cher, puis que c'est pas... ça a une grande valeur. C'était pas une croûte de coin de table. Là, c'est une œuvre que j'avais beaucoup investi puis travaillé fort là-dessus. Mais tu pourrais-tu nous dire, pour nos auditeurs, là, ceux qui nous écoutent, combien un tableau gros de même que tu vends, ça se vend combien? 25 000. OK. Donc, c'est ce cadeau-là que tu voulais faire à l'Assemblée nationale. C'est ce cadeau-là que je voulais faire à l'Assemblée nationale. Mais sachant en me disant qu'elle allait pas le prendre. Fait que moi, je me disais, je vais garder mon 25 000. Oui. Mais là, ce que j'ai fait, donc, pour savoir comment remonter la filière, pour le faire officiellement, j'ai pensé à Marc Bellemare, qui est donc l'ancien ministre de la Justice, grand collectionneur d'art, qui a eu maille à partir avec le gouvernement à l'origine des scandales qui a mené à la commission Charbonneau. Donc, toute la stratégie, la manœuvre, on peut appeler ça une manœuvre parce que il y a toute une stratégie de mise en action, de mise en forme de tout ça, se tenait là-dedans. Pour moi, lui, il avait poussé pour que ça se passe, l'enquête et tout ça, c'est ça? C'est lui, oui. C'est lui qui est à l'origine. Au départ, avant Charbonneau, il y avait Bastarache, puis c'est lui qui avait été, avec une députée du Bas-Saint-Laurent, si je me souviens bien, qui avait été à l'origine de la création de ces premières commissions-là. Donc, j'ai contacté Marc Bellemare, puis je lui ai demandé, en fait, qu'on se rencontre pour qu'il m'explique comment faire pour procéder à ce don-là de manière officielle. C'est que là, il m'a tout expliqué ça. On s'est rencontrés devant le tableau que j'avais réalisé in situ dans ce qui est aujourd'hui le Diamant, là, dans les bâtiments délabrés. On s'était installé là avec 3 autres artistes. Donc, il m'explique ça. On est devant le tableau, sur les lieux même de sa réalisation, pendant l'exposition. Il me dit, faut que tu parles au président de l'Assemblée nationale. Puis là, il m'explique. Il dit, je vais t'aider, je vais l'appeler, je le connais. Fait que là, il me dit ça comme ça. Puis je dis, parfait, super. Moi, je suis content. Je vais avoir une voix officielle. J'ai la bonne trail. Puis il passe pas 2 heures. Après ça, il s'en va, mais c'était le vernissage de l'exposition à ce moment-là. Il était venu me voir pendant le vernissage. Puis moi, j'étais encore au vernissage. Pendant le vernissage, je reçois un téléphone de mon galeriste qui me dit Marc Bellemare vient de m'appeler, il veut acheter ton tableau. Ça fait que là, je dis, je viens de le voir, il m'explique comment faire pour le donner. Il dit, il veut l'acheter, ton tableau, il est là, il veut l'avoir. C'est que là, OK, là, moi, je comprends plus rien. Tout étourdi de tout ça. Fait que là, je finis le vernissage. Le soir, en rentrant chez nous, j'appelle Marc Bellemare. Je dis, je comprends pas. Je dis, tu viens de m'expliquer comment faire pour le donner. Puis là, j'ai reçu un téléphone de mon galeriste disant que tu l'achètes. Fait que là, il me dit, tu veux-tu le donner ou tu veux pas le donner, le tableau? Je dis, oui, je veux le donner. Je dis, on va le donner. Ça fait que là, OK. Fait que là, finalement, c'est plus Martin Bureau qui donne le tableau à l'Assemblée nationale. C'est Marc Bellemare. Donc, le symbole est plus le même du tout, là. Là, c'est Marc Bellemare, il y a une histoire personnelle avec l'Assemblée nationale que j'ai pas, moi. Moi, j'ai une histoire, je suis un simple citoyen. En plus, son histoire personnelle s'inscrit dans la raison pour laquelle tu as fait le tableau. Exactement. Donc là, moi, OK, là, on est rendu ailleurs, là. Fait que j'ai OK, parfait. Ça fait que là, je commence le processus d'écriture du projet. J'écris tout un long texte que j'envoie à l'Assemblée nationale où est-ce que j'explique exactement mon point de vue, sans phare, théoriquement, intellectuellement, crûment, qu'est-ce que je pense de cette langue de bois-là. Et puis, je leur envoie le tableau en symbole de résistance pour se rappeler que la démocratie est malmenée. Au départ, moi, je cache mon jeu, je dis pas que c'est Marc Bellemare qui donne le tableau. Je garde ma ligne première que c'est moi, parce que je savais très bien que là, c'était encore pire si je disais que c'est Marc Bellemare. Qui, là, il se sentirait complètement floué dès le départ. Je voulais qu'il réponde à cette langue de bois-là. Je voulais pas qu'il réponde à Marc Bellemare. Donc, c'était pas la même affaire. Je voulais pas détourner l'histoire.
à ma grande surprise, j'ai fait face à des gens qui avaient une énorme ouverture Ils d'esprit. sont super, ces gens-là de l'Assemblée nationale, là, qui sont pas dans des partis politiques, puis ils ont envie aussi, ça paraît, là, qu'ils ont envie de moderniser l'Assemblée nationale, d'y donner du sens, puis tout ça. Je Les gens de la savais pas bibliothèque ça, aussi, là, c'est des travailleurs de l'ombre, là, qui sont là, qui font fonctionner les travaux parlementaires, mais ils ont une grande ouverture. Là, exactement, les historiens qui sont impliqués. Ouais. Mais moi, je connaissais pas ça, évidemment. Comme citoyen, j'avais jamais eu à faire à ça. Puis donc, j'ai été agréablement surpris de voir l'ouverture d'esprit. D'emblée, on m'a dit, on comprend très bien ton discours, on est d'accord avec toi. Nous aussi, on reçoit la critique de la population qui mélange tout, c'est-à-dire les gens élus et les fonctionnaires de l'État qui sont pas responsables de ce qui s'est passé dans ces scandales-là. Donc, on enclenche le processus d'acceptation de ton don d'œuvre. Puis là, OK, là, c'est pas comme ça que j'avais prévu que ça se passe du tout. Moi, j'étais certain qu'effectivement qu'on allait me la refuser. Ça a pris 1 an, le temps là, j'ai eu affaire à plein de monde, des architectes, là, puis tout le monde a eu son mot à dire, où est-ce qu'on le met le tableau, puis etc. Tout ça, il était supposé être dans un couloir au 2e étage de la bibliothèque, finalement. Ils ont décidé de lui donner une meilleure place, donc dans le hall central de la bibliothèque. C'est un super endroit, là, vraiment, pour le tableau. Et puis, quand ça a été le temps de signer le contrat, là, on devait faire une inauguration publique, etc., tout ça. Puis quand ça a été le temps de signer le contrat, j'ai oublié de vous dire un petit détail, j'ai dit, entre-temps, le tableau a été vendu. Puis, donc, c'est OK, parfait. Fait que le contrat est pas à mon nom, c'est à la personne qui a acheté le tableau. Donc là, j'ai dit, c'est qui? Puis là, je commence à avoir des petites sueurs. Fait que là, c'est Marc Bellemare. Fait que là, moi, j'avais établi un lien de confiance avec ces gens-là à l'Assemblée nationale, puis pendant 1 an. Puis là, t'étais stressé à amener ça, comment ça va passer? Je leur ai dit Marc Bellemare, puis il était fâché après moi, là. Puis je les comprends, là, d'avoir été fâché après moi, parce que je leur ai caché. Je peux pas dire que je leur ai pas caché. Je savais que si je leur disais d'emblée que ça marcherait pas. Donc, je veux dire, et puis on a ils ont annulé l'inauguration du tableau. Puis on a laissé passer quelques semaines. On s'est reparlé. Il était encore fâché, mais j'ai expliqué. Mais il l'acceptait toujours, s'il remettait pas en question le fait de l'accepter. Le premier réflexe, c'était de le remettre en question. En fait, puis je pouvais comprendre, effectivement, dans les circonstances. Mais on a discuté, on a parlé. Puis j'ai parce dit qu'il voyait ça comme politique, c'est ça? Il se disait là, c'est politique. Ben, je pense que c'était politique, puis il y avait un deuxième niveau à l'œuvre qui n'était pas prévu pour eux autres, dans le fond. C'est-à-dire que le point de vue de Marc Bellemare par rapport à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que lui a vécu, était imbriqué dans ce don-là, dans le fond. Puis ça m'appartient plus, là. Ça m'appartient pas du tout, en fait. C'était le don de Marc Bellemare avec son histoire à elle. C'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est le tableau de l'incendie du Parlement qui était régi par des idées que j'ai énoncées tout à l'heure. Et puis finalement, j'ai expliqué que j'avais fait de la politique aussi. J'ai fait un geste politique dans le sens que j'ai été stratégique dans mon processus. Puis je voulais que ça fonctionne à un moment donné. Quand j'ai vu qu'il était ouvert à l'acquérir, là, j'étais plus dans l'idée de qui ils vont dire non, puis je vais réagir à leur langue de bois. C'est au contraire. Ils étaient passionnés, ils comprenaient complètement le message. Ils voulaient faire rentrer de l'art contemporain dans l'Assemblée nationale. Ils voulaient donner ça au peuple, que ce soit rendu public. Donc là, le message était complètement positif, était humble, était aussi résilient de leur part. Donc, je voulais que ça fonctionne. Mais tu t'es senti un petit peu pas fin? C'est-tu dit, genre? Je me pas mal senti. Cheap un peu à un moment? Ouais, je me senti pas mal senti comme de la sève entre l'arbre et l'écorce. C'était vraiment, là, tu sais, fallait que ça passe, puis c'était délicat à un moment donné, là. C'était complètement délicat. J'ai filé un mauvais coton parce que dans mon intégrité personnelle, c'est pas des choses que je pratique à tous les jours. Là, j'étais dans une sphère j'avais un peu pris le contrôle d'une machine que je sentais dérailler en même temps. Mais ça s'est rapidement rétabli parce qu'on a discuté. Et puis, comme je disais, j'ai rencontré des gens formidables à qui j'ai eu affaire. Et puis, finalement, le tableau a été accepté. On a créé ensemble le libellé à côté du tableau parce que on voulait que ça soit pas neutre, mais que ça soit, disons, respectueux de toutes les parties impliquées là-dedans. Et puis, finalement, ils ont accepté le tableau. Ça a été accroché comme tel. Dans le contrat, c'est prévu que c'est pas qu'ils vont le rouler, ils vont le décrocher, puis ils vont le rouler, puis ils vont le mettre dans les voûtes pendant 300 ans. Ils se sont engagés à l'entretenir et à l'accrocher, à le mettre public. Donc, cette histoire-là, complètement, était alignée sur ce que j'avais vécu avec la reine.
Mais c'est passé, puis comme l'histoire de la reine s'est passée de manière que j'avais pas prévu du tout, même si j'ai voulu prévoir comment est-ce que l'incendie du Parlement allait se passer, j'ai complètement perdu le contrôle sur l'histoire, mais j'ai eu finalement un dénouement heureux parce que j'ai été payé pour le tableau, puis j'ai réussi à le don du tableau à l'Assemblée nationale. Donc finalement, ça, c'est probablement réussir un coup comme ça. Ça va prendre encore quelques années, là, genre. Mais ça, je dirais que c'est ma plus grande fierté, c'est ça. Moi, je trouve que avec l'espèce de réaction médiatique, les gens, des fois, qui sont choqués, ou les gens qui sont choqués soit pour toi ou contre toi, ou là, tu te retrouves dans un tourbillon qui est aussi, pour moi, une occasion de création. En tout cas, je trouve que dans ces tourbillons-là, le fait de créer avec un esprit soit un peu ludique, soit pour en rire, soit pour faire ressortir des absurdités, pour que avec l'événement, les gens par eux-mêmes comprennent, saisissent ou ressentent quelque chose, tu sais. Ça me fait vraiment triper. Moi, je trouve ça vraiment dans la dernière année, t'as mis en œuvre. Ouais, là, il y en avait que j'aurais. Ouais, non, il y en aurait que j'aurais aimé mieux qu'ils arrivent pas, là, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant, il y en a juste trop, là. Il y en a que t'as créé, puis il y en a que t'as subi, c'est ça, exact. Puis il y en a que, tu sais, je voulais juste m'en sortir, mais tant qu'à être dans une bataille, je la menais, là, sauf que, tu sais, c'était, puis oui, je continuais à essayer de créer, puis mais c'était juste trop rapproché, trop intense, là, puis ça fatigue, là. Ça, c'est pas. Ouais, effectivement, c'est pour ça que dans ce genre d'occasion-là, que ça soit sporadique, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est ça. Toi, t'es plus capable de contrôler ça. C'est juste que j'ai pas les, je suis pas dans la sphère publique, justement, comme toi, au quotidien non plus, là. Moi, j'apparais puis je disparais, là, puis c'est un peu là. Je me suis toujours demandé pourquoi, je suis encore en train de me demander pourquoi, parce que j'ai été artiste, j'ai fait des shows, j'étais dans le journal avant aussi. Pourquoi, maintenant que je suis députée, la conversation publique autour de ce que je suis, puis je parle aux jeunes, mais dans le fond, je pourrais parler pour tous les élus, là, les gens qui sont élus, là. C'est plus pareil, t'es plus regardé pareil, t'es plus comme ce que t'étais avant. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient des personnes publiques avant d'arriver en politique. Mais là, tout à coup, le regard médiatique ou la sphère publique qui s'agglutine autour de toi pour dire ce qu'ils pensent de toi, faire des nouvelles à ton propos, est beaucoup plus critique, beaucoup plus négative, là, en fait, puis beaucoup plus cherche presque à te faire chambranler. Puis des fois, je me dis, je me demande s'il y aurait pas quelque chose là-dedans, peut-être inconsciemment, collectivement, là, du système qui cherche à se protéger lui-même en disant qui peut vraiment mener des mobilisations, qui peut vraiment faire en sorte que les puissants, ceux qui dominent, changent d'idée, reculent. Ben ça serait le nombre, ça serait des gens qui s'enthousiasment autour d'une idée, menés par des gens qui parlent bien, tu sais, des leaders qui sont un peu plus des porte-paroles souvent. Mais si ces porte-paroles-là, qui sont souvent des politiciens, des élus, mais c'est pas tous les politiciens qui sont ça, là, mais je veux dire, certaines personnes vont prendre le chemin de la politique dans le but de faire ça, s'ils sont tenus en laisse parce qu'on leur dit « si tu t'éloignes de 2 cm à gauche, je vais te faire la passe, puis si tu t'éloignes de 2 cm à droite, je vais te faire la passe, puis c'est ça ton carré de sable, faut pas que tu bouges de ça. » Moi, je le ressens physiquement là, depuis que je suis députée, l'impression de prison par rapport à moi qui étais une artiste avant. Puis c'est clairement à cause de ça, c'est clairement à cause de comment la discussion publique est menée autour des élus. Puis ce que ça fait, c'est que les gens qui sont vraiment des leaders positifs, des porte-paroles, des gens qui veulent ramasser des communautés autour de projets qui sont bons pour tout le monde, ils iront pas en politique parce qu'ils veulent que ça bouge, puis ils veulent bouger, puis ils veulent de la liberté, tu sais. Fait que toute l'expression qui est pas juste des mots, qui est pas juste des idées puis des planifications, qui est aussi des désirs, des pulsions collectives, des envies de reprendre notre vie en main, et tout ça, tu sais. Tout ça arrive pas à s'exprimer dans la politique, sauf si on est prêt à mener des petites batailles fatigantes puis qui mettent ta santé mentale à terre. C'est un des constats que je fais là, tu sais, pour avoir vécu une vie d'artiste, une vie de politicienne, que c'est comme dans le système, il y a quelque chose qui est organisé pour que. Justement, est-ce que ça réfère à la personne qui dans sa mutation de citoyen à député, représentant du peuple? S'il y a pas de livre qui existe, moi je suis en train d'en écrire un là-dessus dans ma tête là. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à trouver le moyen de le faire, mais non, je trouve ça intéressant parce que autant tu sais tu peux pas mettre la reine sur une bouche d'égout. Il y a quelqu'un qui a ça dans sa tête quelque part. Puis mais l'artiste jusqu'à maintenant, ça va quand même encore bien de ce point de vue-là. L'artiste trouve quand même son chemin. C'est le milieu de l'art et c'est comme une espèce de zone où si tu peux pas
aller en dehors des lignes, il y a un problème. Tu sais, c'est la société au complet a un problème si les artistes peuvent pas sortir des lignes. Il y a même l'idée que parfois, quand tu sors des lignes, puis que tu amènes un discours critique, il va y avoir le commentaire qui va arriver assez vite qu'on subventionne ça, ces artistes-là. Qui critiquent, tu sais, comme si on était là pour faire quoi? Pour faire la même affaire qu'est-ce qui existe déjà, tu sais. Des belles affaires qui existent déjà, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais il y a beaucoup, en fait, l'idée de ça, c'est toute l'idée de divertissement. Pour bien du monde, les artistes sont là pour divertir. Oui, puis la peinture est là pour décorer. Aussi, quand tu fais de la peinture, c'est mon juste Dieu. En tout cas, ben merci de n'être pas qu'une décoration dans notre paysage de Québec, Martin. J'aurais arrêté, ça fait longtemps. J'aurais fait trop de choses. Je te comprends. Mais moi non plus, je suis pas là pour être une décoration. Fait qu'on verra bien où est-ce que ça se rend. Effectivement. Merci, Martin. Merci à toi. Comme je vous disais tantôt, si vous avez des enfants, c'est sûr que vous savez qui est Élise Gravel, l'auteure et illustratrice jeunesse, qui est vraiment une star là chez les enfants. Des fois, je vais dans des écoles, puis il y a un don de livres, par exemple, puis parmi toutes les affaires de Disney, puis tous les livres des grosses maisons d'édition, il y a des livres d'Élise Gravel. Puis là, les jeunes se pitchent là-dessus en disant « Un livre d'Élise Gravel! Non, c'est moi qui le prends! Non! Ah, Élise Gravel! » Puis tout le monde capote. Mais, en plus d'être une vedette, Élise Gravel, ses livres, ses BD, ses romans sont féministes, sont environnementalistes, sont pro-diversité d'une façon qui est vraiment adaptée aux enfants. Bref, plein de choses qui sont à notre époque vraiment politiques, puis même des fois, quand on regarde les débats dans les médias, controversés. Pourtant, il est difficile de faire plus l'unanimité qu'Élise Gravel le fait auprès de nos enfants. Fait que moi, j'ai jasé avec elle pour essayer de comprendre comment elle faisait. Salut Élise Gravel. Bonjour. Tu viens de gagner le prix Droit et Liberté. Oui. C'est quoi ça? C'est un prix qui récompense chaque année des initiatives, soit citoyennes ou des initiatives engagées de toutes sortes qui participent à la protection des droits et libertés fondamentales des êtres humains. Et puis cette année, c'était une édition Combattre les préjugés. Puis t'as eu ça en... C'était pour ce que t'avais fait? C'était pour ma série d'affiches, en fait, les affiches éducatives sur toutes sortes de sujets d'actualité, de sensibilisation, d'éducation des enfants. Comme, par exemple, j'ai l'explication sur le consentement, j'ai c'est quoi un réfugié, j'ai les garçons et les filles peuvent être eux-mêmes. Au-delà des stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre, les stéréotypes sexuels, évidemment, le sexisme, la diversité corporelle, ethnique, culturelle et tout ça. Donc, j'en ai une trentaine maintenant. Fait que je sais pas pour lesquels j'ai gagné le prix. Mais... Puis ces affiches-là, on peut aller les chercher sur ton site Internet, puis les imprimer, puis les mettre où on veut. C'est gratuit, c'est téléchargeable et c'est téléchargé pas mal beaucoup par des profs et un peu parents. Partout dans le monde, c'est ça, partout dans le monde, oui. C'est vraiment trippant. Moi, il faut que je te remercie parce que j'enseigne à mes filles toutes sortes de choses complexes. Tu sais, à un moment donné, quand ils disent c'est quoi le féminisme, c'est quoi le sexisme ou c'est quoi... tu sais, je veux pas qu'ils soient éco-anxieuses, fait que je leur ai pas parlé précisément de la crise climatique. Puis à un moment donné, ils m'arrivent avec des questions. Puis là, comment expliquer tout ça, tu sais, à cause de quoi, il se passe quoi, tu sais. Puis à un moment donné, j'achète La clé à molette, qui est un petit livre, un de tes livres, où c'est juste une histoire super simple de quelqu'un qui retourne tout le temps au Megamart, c'est ça? Au magasin, oui. Puis il se fait toujours vendre un affaire dont il n'y a pas besoin. Ouais. Puis là, ça, c'est des outils éducatifs que j'aurais... Pour eux, c'est juste super le fun, mais pour moi, c'est toutes les discussions qu'on a en lisant ça, puis ça et plein d'autres livres qui parlent d'autres enjeux que j'essaie de transmettre aux enfants. Tu sais, on a du fun en le faisant, on a du fun en discutant, on rit de ça. Puis après, quand on arrive, puis que là, mon enfant est devant un petit jouet, là, juste avant qu'on paye, il dit « Je veux ça », mais je ramène ça, je dis « Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu vas encore jouer avec demain? Est-ce que tu sais que ça pollue? Que c'est... » tu sais, puis là, tout à coup, la conscience arrive, puis c'est pas juste « oui, non », c'est... Tu peux intégrer ton enfant dans lui apprendre à faire des choix qui vont être essentiels pour sa vie. Là. Tu sais, on le sait, là, à quel point c'est fort quand on devient adulte, la pression de toutes sortes de choses, la pression de se conformer aux stéréotypes de genre, la pression d'acheter, la pression de performer, la pas pression juste adulte, là, ils l'ont très tôt dans l'enfance, là, cette pression-là. Ça commence bien plus tôt qu'on pense, là, la pression de se conformer. Puis l'éducation à ça est comme pas à jour, tu sais, on éduque à plein de choses importantes, lire, écrire, compter, même méditer, tu sais, mais l'éducation au monde dans lequel on vit, au système politique dans lequel on vit, système économique, puis le système de valeurs dans lequel on est
prix, entre guillemets, c'est difficile à faire, puis tes livres aident vraiment à ça. Fait que donc, je voulais te remercier. Merci parce que pour moi, c'est vraiment... Si on ouvre une porte, en fait, ce que j'aime pas, c'est l'idée de marteler ou de, comme tu disais, là, de forcer un point de vue auprès des enfants, parce que déjà, ils passent leur journée à l'école à se faire rentrer du contenu dans la tête, là, avec lequel ils peuvent pas vraiment être en désaccord. Là. Fait que les livres que j'essaie de faire, c'est des ouvertures à des discussions, en fait. Fait que c'est plus facile d'ouvrir la discussion avec un livre comme La clé à molette qu'avec un article de journal, où est-ce qu'on explique une situation ou une injustice, avec les livres, ils peuvent faire des parallèles eux-mêmes avec la société dans laquelle ils vivent, puis faire les liens elles-mêmes, et je trouve ça plus éducatif, dans le sens où ils ont l'impression de créer leur propre opinion en se basant sur des métaphores et tout ça, plutôt que ce qu'on leur dit de penser. Exact. T'arrives vraiment à sensibiliser à travers l'art à des pressions qu'on vit, à des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours qui sont réelles, mais qui viennent d'un système, qui sont profondément politiques. Puis je me demandais, c'était quoi ton idée là-dessus? Tu sais, l'art, la politique, est-ce que tu t'es dit, je vais utiliser l'art pour passer des idées, ou est-ce que pour toi, une idée ne peut se passer qu'artistiquement, puis ça a été ta façon de l'exprimer parce que tu es une artiste? Comment ça... T'as-tu réfléchi à ça ou ça t'est venu naturellement? Ouais, non, c'est plus organique que ça. En fait, ça fait 16 ans que je fais des livres, tu sais, puis j'ai toujours eu une fibre militante et une fibre engagée avant de devenir illustratrice. Mais mon premier livre, en fait, c'était Le catalogue des gaspilleurs, c'est une collection de fausses pubs niaiseuses de produits qui servent à rien. Puis c'est juste des affiches, des dessins que j'avais faits pour pratiquer mon style d'illustratrice. Puis c'est devenu un livre un peu par hasard. Là. J'ai fait ça, je trouvais ça drôle, puis je me disais peut-être que d'autres des éditeurs trouveraient ça le fun. J'ai envoyé ça au 400 coups, qui l'ont publié. Et c'est après qu'il a été publié que les profs m'ont dit « Hey, on utilise ça pour parler de surconsommation. On fait créer leurs propres produits ridicules aux enfants. On parle de publicité. » Puis je me suis rendu compte que le livre que j'avais fait, même si c'était pas mon objectif, véhiculait un message. Puis après ça, j'en ai fait d'autres. Je m'étais pas dit je vais passer un message aux enfants à travers ça. Tu réalisais l'effet en le faisant finalement. Après même. Ouais, après. Même pas en le faisant, après. Puis c'est sûr qu'après ça, à un moment donné, j'ai été considérée comme une autrice engagée, une illustratrice engagée après avoir fait une couple de ces livres-là. Puis maintenant c'est clair. Là. Si je veux passer un message, ben je le passe. Mais au début, c'est arrivé de façon organique. Là, mes messages, ils sortaient dans mon art parce que c'est ça que je pense, puis c'est comme ça que je vis les choses. Fait que ça transpirait dans mes dessins. Mais aujourd'hui, c'est voulu. Dans ce temps-là, ça l'était pas. Je sais que t'as aussi, ta plateforme va au-delà du Québec, que c'est à l'international, que tes livres sont traduits dans plein de langues, tout ça, puis c'est vraiment une fierté, je trouve, pour nous. Mais en plus, dans les écoles, moi, j'ai 2 filles de 8 et 5 ans, puis t'es vraiment une vedette, là. T'es pas juste, on aime tel livre d'elle, c'est comme toi, comme créatrice, comme artiste, t'es devenue un role model. Donc, puis il y a plein d'enfants qui disent « Moi, plus tard, je veux faire des livres comme Élise Gravel. Puis souvent, ça me soulage parce que je vois la réaction, de la droite, là, disons, et des idées morales de droite un peu contre la diversité, qui croient pas tant que ça au changement climatique, etc., qui me rentrent dedans, parce que moi, je suis comme vraiment dans le feu de l'action, puis sur le champ de bataille carrément, puis j'ai beau me dire c'est des Québécois, puis moi, je lutte pour un Québec meilleur, incluant ces personnes-là, mais en même temps, je vois bien qu'il y a du chemin à faire en maudit, tu sais. Puis quand je vois à quel point t'es aimé, à quel point tes livres résonnent chez les enfants, ben je me dis, puis chez les jeunes aussi, ados, là, de plus en plus, ça me donne espoir parce que je me dis, OK, ces idées-là sont pas folles, c'est des choses qui ont un vrai ancrage, puis qui résonnent vraiment chez plein de monde, puis qui... Ah oui, t'es pas toute seule. Non, c'est ça, je suis pas toute seule, puis qu'à mesure qu'ils vont vieillir, tu sais, la tendance, c'est plus de notre bord. Puis ça, c'est le fun de voir ça, parce que, tu sais, on voit bien que c'est des idées puis que portent les jeunes puis que portent même les enfants. Mais c'est ça, ce qui est le fun avec, mettons, les affiches, les livres, c'est que souvent, les profs, ils témoignent de la réaction des enfants, mettons, qui ont vu des trucs comme les garçons peuvent pleurer, puis où les filles peuvent être fortes et être des leaders, puis tout ça, puis les enfants sont comme, ben oui, tu sais, allô? Ben oui, moi, c'est évident. C'est ça, eux autres, ils n'ont pas encore... puis là, ils vont critiquer les vieux, comme ma fille a dit, elle passe à côté à l'Halloween d'une affiche où il y a des zombies, puis elle dit... Il y a plein de zombies, aucun zombie-fille. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, ils savent déjà, ils sont déjà conscients de ça, puis c'est malheureusement ça va assez rapidement que ils peuvent les perdre ces
ces remarques-là ou se mettent à intégrer ça comme étant normal. Là. Oui. Mais ouais, les enfants, je pense que l'idée de base de partage puis d'ouverture à la diversité est là. Il faut juste l'entretenir. En fait, c'est ça notre job d'éducateur. Surtout pour le côté stéréotype de genre, quand tu arrives à l'adolescence, je sais pas, je suis pas encore rendue là avec mes enfants, mais si je pense à mon adolescence, je sais pas comment toi ça a été, mais c'est dur de rester... Tu sais, les idées sont là dans ta tête, je peux faire ce que je veux, je peux tout faire, je suis pas obligée de me plier aux stéréotypes, mais la culture dominante demeure une culture de Hollywood, puis de magazines, puis de pornographie sur Internet, puis qui est très sexiste, puis où ça te rentre dedans pareil. Puis moi, j'avais toutes les bonnes idées que j'ai encore aujourd'hui dans ma tête de super égalitaire, mais j'ai intégré toutes sortes de complexes par rapport à mon physique, par rapport à toutes sortes de choses que ben des filles ont intégrées. Là. Et des gars. Ouais. Et des gars aussi. C'est vrai que c'est des deux bords, c'est ça, les gars aussi. Tu sais. Fait qu'on sent qu'on travaille contre quelque chose. Tu sens ça? Oui, à contre-courant, ben oui. On est comme des saumons qui remontent le courant tout le temps. Là. C'est sûr. Puis les enfants aussi, là, c'est les enfants qui veulent rester eux-mêmes. C'est une bataille là, de tous les instants. Là, tu sais. Un petit gars qui déciderait d'arriver en rose à l'école, là, ben, il va avoir à justifier, malheureusement. Encore aujourd'hui, tu sais, même de moins en moins, là, beaucoup moins que quand moi j'étais petite, là, mais encore, ça finit jamais. Là, comment tu trouves le milieu politique? Qu'est-ce que tu penses penses-tu qu'il y a de quoi faire avec ça ou pas? Puis, t'as-tu espoir? Oh boy, ça, c'est deux questions différentes, hein? Ouais. Je trouve ça bien dur d'avoir de l'espoir en ce moment. Partout dans le monde, là, je trouve ça bien tough. Par contre, ça m'empêche pas de penser que oui, absolument, il y a quelque chose à faire et que ça va se passer au niveau politique. Là. On s'en sort pas. Là. Il faut que les citoyens s'engagent plus sur le plan politique. Puis je pense que, bien évidemment, ça va passer par des jeunes aussi. En fait, la job des politiciens en ce moment, ça serait d'essayer de trouver un langage, en fait, qui est différent de la démagogie puis de la langue de bois, en fait, qui montre que, en fait, on peut communiquer ensemble puis que toute catégorie de citoyens peut s'impliquer en politique. S'il y a des changements à faire en politique, ça va falloir que ça vienne de mouvements sociaux, grassroots, avec... organisés, qui s'organisent de plus en plus. Qui s'organisent entre eux, qui ne sont pas organisés par des politiciens. Non, c'est ça. Il va falloir arrêter la propagande aussi, à un moment donné, les images de partis, les lignes de partis. Il va falloir écouter les citoyens, mais c'est les citoyens qu'il va falloir qu'ils se fassent écouter aussi, à un moment donné. Là, vas-y, puis dis-le ce que tu as à dire, puis... Mais en même temps, il faut qu'il existe ces mouvements-là. Puis, tu sais, je cherche, moi, en tant qu'artiste au Parlement, je cherche une façon de faire en sorte que ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe en politique, se rende au monde, que ça soit intelligible, intéressant, puis qu'on soit capable de suivre, tu sais. Je te fais ça comme intro, dans le fond, à une autre question qui est, est-ce que la politique manque d'art? Moi, je pense que la politique manque de vulgarisation, en fait. Ça manque d'accessibilité. L'art peut servir à aider à vulgariser des questions complexes. Là. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec mes dessins. On essaie de vulgariser à outrance là, pour expliquer des concepts vraiment complexes comme, mettons, le consentement à des enfants de 5 ans, là, pour qu'ils puissent comprendre ça. Donc, la vulgarisation peut être amenée par l'art, par la musique, par le cinéma, par la littérature, tout ça, mais elle peut être, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'autres façons de vulgariser aussi. Les humoristes, en fait, sont super bons pour vulgariser, mais ça peut aussi être amené par des enseignants, des parents. Tout le monde peut apprendre à faire ça. C'est super tough, vulgariser des concepts, mais je pense que ça va passer par ça. Il faut apprendre à expliquer des concepts comme d'une façon à ce que les gens puissent comprendre et les gens qui ne s'y sont pas attardés avant. L'art est un des outils pour vulgariser ou pour faire créer un lien entre la politique et les jeunes et les gens et tout ça, mais pas le seul. C'est pas une job de l'art, c'est une job de la société de s'ouvrir à ça, mais c'est de chaque citoyen aussi, parce que c'est pas juste l'art, là, comme je reviens tout le temps à Greta, tu sais. C'est pas une artiste.
est super bonne pour vulgariser des concepts scientifiques, tu sais. C'est tout ce qu'elle fait, elle. Elle prend des concepts scientifiques vraiment complexes, puis elle explique, voici ce qui va nous arriver si on ne suit pas. Voici ce que la science dit. C'est tout ce qu'elle fait. Elle fait pas des œuvres d'art pour expliquer ça. C'est vrai. Elle est bonne pour vulgariser un message, pour le faire descendre de l'élite aux citoyens, aux enfants, puis ils comprennent, tu sais. Fait que ça, c'est un art en soi. En fait, c'est l'art de la vulgarisation, de la communication. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est comme si ça faisait descendre, ou pas descendre, mais ça faisait un lien entre des idées très intello dans notre cerveau et comment on vit les choses, tu sais, comment on vit les choses, puis nos peurs pour l'avenir, puis nos... C'est ça. Elle nous a connectés avec, elle nous a connectés avec des émotions. Elle a dit, j'ai peur, puis j'ai raison d'avoir peur parce que X, Y, Z. Et je veux que vous paniquiez, tu sais, quand elle dit ça au chef d'État. On peut-tu avoir toute peur ensemble, mais non seulement comme on a peur, puis on le dit, mais en plus, on est ensemble, puis on va se battre, tu sais. Fait qu'il y a de l'espoir dans son message, en plus de dire, oui, j'ai peur, puis oui, on a raison de... Je suis avec vous, faisons quelque chose ensemble, merci d'être avec moi là-dedans, tu sais. C'est ça. Je viens de me faire cliquer, en fait, sur qu'est-ce qui fait que Greta, elle a créé un mouvement comme ça, puis on parle des émotions beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'on utilise le mot émotion. En fait, c'est la droite utilise les émotions pour faire voter du monde de leur bord depuis la nuit des temps. La peur des immigrants, la peur de l'autre, la peur de payer plus cher, la peur. Puis la gauche, on est tout le temps comme non, il faut pas avoir peur. Faut être rationnel. C'est ça, tu sais. Puis, mais là, tout à coup, on a fait comme nous autres aussi, on a raison d'avoir. Nous autres aussi, on a peur de quelque chose. Puis, il faut connecter aux émotions. Si la droite le fait avec autant de succès, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de communiquer avec les gens que de leur dire voici ce qui est inquiétant, voici ce qui devrait susciter notre empathie, voici ce qui devrait, tu sais... Puis tu sais, quelque part, on peut même dire, nous autres aussi, on fait appel à l'instinct de conservation. Tu sais, on dit les conservateurs sont conservateurs, mais vouloir conserver la nature, la planète telle qu'elle est, vouloir conserver des liens entre nous, tu sais, la culture, les gens ont peur de l'islam, mais pour moi, la culture, c'est tout ce qui se passe entre nous. Mais si on n'a plus le temps de vivre ensemble, parce on court comme des poules, pas de tête, parce qu'on a une pression de performance, parce qu'on vit dans un monde productiviste, si on est juste là-dedans, on n'a plus de culture. C'est ça qui détruit notre culture. Puis la culture, c'est pas une affaire, c'est constamment en changement, c'est comme un être humain, tu sais, mais... Puis on revient au langage encore. Là, c'est un langage qui nous fait nous rejoindre les uns les autres. Là. L'art est un langage, mais la politique devrait être un langage aussi. Oui, qui nous unit, qui nous lie les uns aux autres au lieu d'être comme... c'est ça. C'est ça. Parler de nos émotions en politique devrait être bien vu et non pas... traité de populiste sale. Ben, pas juste de populiste sale, mais c'est sûr que les femmes politiciennes en ce moment, tu sais, puis depuis la nuit des temps, c'est ben trop émotif une femme pour faire de la politique, tu le sais, hein, t'es ben trop émotif toi-même. D'ailleurs, j'arrête pas de... Ils disent, il y a ceux, mais il y a des détracteurs, j'en dis, elle arrête pas de faire la victime, puis à chaque fois, je suis comme, où ça? Oui, c'est ça. Où je fais pitié? Nulle part, genre, tu sais, j'ai comme... Non, c'est ça, ils prennent... Tu sais, je suis une femme, donc je me victimise. C'est ça, mais tu sais, regarde... On n'arrête pas de blâmer, mettons, de juste l'insulte snowflake aux États-Unis. C'est quelqu'un qui parle de ses émotions. En politique, c'est loser. Trump, est-ce qu'on est d'accord qu'il fait juste être une boule d'émotions sur... mais l'émotion, c'est la colère. Ça, c'est correct. C'est la seule émotion acceptable en politique. Et la peur, évidemment, la peur des immigrants. Là, tu sais, peur et colère, c'est deux affaires qui sont acceptables en politique. Peut-être qu'avec... la prochaine génération, la compassion, l'exprimer, ça va être valorisé, peut-être exprimer de la peine, l'amour de ce qui est autour de nous, de ce l'espoir, et tout ça, c'est peut-être l'entrée des émotions en politique, puis encore là, bravo Greta non, puis il y en a plein de plus en plus qui le font là, de façon vraiment le fun. Oui, tu viens de parler de, je veux finir là-dessus, t'embrasses beaucoup de causes dans tes créations. Mais tu me disais, ces temps-ci, la diversité, c'est mon boss du moment, puis je suis là-dedans vraiment beaucoup. Pourquoi la diversité, puis pourquoi pas un monde où tout le monde est tout normal, tout pareil? Ben, ça serait plate. Ça serait ultra plate. Puis j'en bénéficie personnellement de la diversité, ne serait-ce que sur le plan de l'art, de la culture, de la bouffe, de la musique, de mes amitiés. Dès que tu as envie de voyager un peu, tu es curieux de la diversité, de voir comment il y a d'autres gens qui vivent. Là, ça serait
ultra plate de vivre dans un monde où tout le monde est pareil. Puis de toute Surtout façon, qu'on n'est pas pareil à la base. On l'est pas. Tu sais, moi, je dis Ça souvent, serait vu de super proche, on est angoissant tous... pour ceux qui dépassent un peu ou qui sont pas pareils. En fait, ça l'est t'sais. déjà. Les gens qui Ça dépassent l'est. trop sont angoissés beaucoup. Ben, c'est super difficile de te sentir accepté. Fait que, dans le fond, la diversité fait que tout le monde se sent comme partie d'un groupe beaucoup plus que si tout le monde faisait semblant d'être pareil. C'est pas la réalité. Là, mais bon, c'est mon boss, comme tu disais aussi, surtout parce que dans le monde, on est en train de taper sur les personnes qui sont les plus vulnérables. Puis j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de compassion. Puis c'est un des, je veux dire, les immigrants, les réfugiés, c'est un des groupes les plus vulnérables du monde en ce moment. Là, ils vivent des affaires, je peux même pas imaginer. C'est clair que je serais pareil comme eux. Là. Puis imagine-tu, il faut que tu traînes tes enfants là-dedans puis tu essaies de les rassurer que tu sais pas où tu t'en vas, t'en as aucune idée si c'est vrai quand tu dis ça va bien aller, ça va bien aller. J'arrive pas à comprendre comment tu peux ne pas te mettre dans les bottines de gens qui vivent ces réalités-là. Là. C'est sûr que si j'en choisissais une seule cause là, en ce moment, ça serait celle-là, parce qu'ils sont en danger, puis ils sont en danger partout dans le monde. L'intolérance aux immigrants puis aux réfugiés est en train de monter, puis ça va pas arrêter. Ça va là, vite. Oui, ça n'arrête pas, puis ça va loin. Là. Ça, on voit des exemples en France, des fois, puis je me dis, oh non, non partout, c'est épouvantable. Là, puis, je veux dire, c'est ça qui me fait le plus mal en ce moment dans la société, mais j'en ai vraiment beaucoup d'autres sujets que je trouve super importants. Là. Mais celui-là, je pense que c'est là où ça me titille la fibre empathique le plus fort. Moi aussi, ça me fait ça me touche vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je finis, là, j'arrête pas de dire je finis, mais là, je finis. Fini pour vrai, là. Fini, là. Quand tu sais, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui voient ça comme ça? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup de monde qui voit ça comme ça. Ils disent, mais là, nous autres, ici, on est comme ça. Puis si tu veux pas être comme ça, t'es pas dans nous autres. Comme s'ils voulaient protéger un nous. Comme si le nous dépendait de ce qu'on change pas. Ben moi, le nous, je le trouve dangereux en partant. Là. Je veux dire, le nous, le nous implique un vous, tu sais, ou un eux, encore pire. En même temps, tantôt, on parlait de mobilisation, c'est un nous, tu sais, on a besoin d'être nous. C'est un nous qui est basé sur l'action et non pas sur moi, je suis comme ça, nous, on est comme ça. Tu sais, c'est pas un être différent, c'est un nous qui est basé sur ensemble. C'est basé sur un projet. Un projet ensemble, mais une action collective. Tu peux être complètement tous différents et vouloir que la pollution arrête. Là, on peut être totalement tous différents puis se battre contre les changements climatiques. Il n'y a personne qui veut respirer de la merde. Là, par contre, nous, on est comme ça, ça m'horripile. On n'est pas comme ça. Surtout qu'on change constamment nous-mêmes. Un humain qui dit « moi, je suis de même ». C'est comme attends. Puis notre culture, ça me gosse aussi. On n'en a pas une au Québec. On n'a pas toute la même culture. J'aime pas les mêmes affaires. J'ai pas les mêmes goûts musicaux, littéraires, whatever, que mon voisin. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de nous. Je suis pas pareil comme un autre Québécois parce qu'il est Québécois. Je suis pas pareil comme un autre francophone parce qu'il est francophone. Je peux être plus proche culturellement de quelqu'un qui habite en Inde et idéologiquement même. Ça n'a rien à voir. Oui, tu vas être proche pour différentes raisons pour comment tu vas être proche de, par exemple, ton oncle qui vote pour la CAQ, par exemple. Exactement. Tu peux être proche de lui pour d'autres choses. C'est ça, ça dépend, on a plusieurs... Le « nous, on est », là, c'est identitaire et dans ma tête, c'est dangereux. On n'est pas, puis arrêtez d'utiliser ce langage-là. Tu peux dire, moi, j'aimerais ça, puis je me joins à ceux qui aimeraient ça aussi. Nous, on fait quelque chose. Moi, puis cette gang de personnes-là, on fait quelque chose, mais le nous, on est, je voudrais que ça disparaisse de notre argument. Je te comprends, puis c'est full philosophique. Ça me fait penser à un truc que Sol dit souvent, mon ami Sol Zanetti, qui est député de Jean-Lesage, il dit, qui était prof de philo avant au cégep, puis il dit souvent, genre, qui suis-je? Puis là, il part, il dit, je m'ennuie de donner mes cours de philo, mais il dit, je suis pas ce que je pense que je suis pas ce que les autres pensent que je suis la somme de mes actions. Puis là, il dit, si on pose cette question-là au nous, qui sommes-nous? On est la somme de ce qu'on a fait ensemble. Ça, je trouve ça beau, parce que c'est pas je suis quelque chose, c'est, il y a plein de moments dans notre histoire qui nous ont définis, puis il y a plein d'histoires qui se ramassent à la même place sur le territoire du Québec aussi, puis qui se mélangent. Puis 2012 a fabriqué un petit peu de nous, dans une partie de la population. On s'en souvient, ça nous a touchés. En ce moment, les luttes étudiantes pour le climat, ça fait ça aussi, tu sais. Puis les luttes qu'on va continuer à faire, si on les fait, vont fabriquer du nous, mais du nous on fait des choses ensemble. C'est ça, actif. Puis quand tu fais de quoi? Tu fais un projet, il se crée quelque chose entre nous à mesure qu'on le fait, tu sais, on crée. Puis ça peut se faire à grande échelle. Moi, c'est mon rêve, là, c'est qu'on puisse dire on est ensemble parce qu'on accomplit quelque chose ensemble, pas parce qu'on vient de même. T'sais.
Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Merci, Louise. Merci à toi. Christian Lapointe, c'est un homme de théâtre, c'est un espèce d'électron libre, un gars de création qui invite toujours le monde dans ses pièces de théâtre à des espèces d'expériences atypiques, souvent bizarres. Il remet en cause toutes les formes établies du théâtre, il repense ça à partir de zéro. Et bon, c'est un gars reconnu dans le milieu du théâtre, il a gagné plein de prix, il collabore avec toutes sortes de festivals et de théâtres. Et en 2018, il a eu l'idée de lancer avec l'Institut du Nouveau Monde une espèce de processus qui allait se finir par un spectacle qui s'appelle Constituons. Et le processus, c'était, OK, il n'y a jamais eu de constitution qui a été écrite par les citoyens, des citoyens tirés au sort, là, pas de l'élite politique ou quoi que ce soit. Des citoyens tirés au sort, dans un assez grand nombre, qui écrivent ce qui serait pour eux une constitution du Québec. Et là, il l'a fait, cet exercice-là, concrètement. Et à partir de ce que les citoyens ont écrit, il a fait une pièce de théâtre à laquelle il a convié pas mal tout le monde. Il a été appuyé par toutes sortes de monde. Il a même déposé à l'Assemblée nationale la Constitution citoyenne du Québec qui a émergé de ce processus-là. C'est un peu bizarre comme choix de pièce de théâtre. C'est un peu étrange comme choix de processus. Ça m'a intéressé, fait que je lui ai demandé de m'expliquer. Salut Christian Lapointe. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça va. T'es en train de jouer Constitution. Oui. Raconte-moi c'est quoi ce show-là, puis c'est quoi l'idée? Ben, dans le fond, j'ai fait faire la constituante ouverte. Là. Ça, c'est l'idée que au Québec, présentement, comme province canadienne, on a le droit d'avoir une constitution, mais vu qu'on n'a pas signé la constitution canadienne, il y a des vides juridiques. Donc, si on fait écrire notre constitution par des citoyennes et des citoyens tirés au hasard, représentatifs de la démographie québécoise, en provenance de tout le Québec, puis que ce qui rédige entre en conflit avec la constitution canadienne, ben, il y a un désaccord des constitutionnalistes là, sur l'issue de ce contexte-là. Donc, on a le droit d'être en désaccord, puis d'imaginer des choses qui vont contre la constitution canadienne. Ben, en tout cas, il y a de l'espace, là, manifestement. Donc, moi, j'ai fait faire ça par l'Institut du Nouveau Monde, qui a fait tirer au hasard des gens par Léger 360. Et puis, j'ai réussi à trouver l'argent là, que ça coûtait de faire ça. Donc, des citoyennes, des citoyens qui ont, de partout au Québec, qui ont rédigé une constitution avec 13 alinéas au préambule, 80 articles. Puis là, ben, Catherine Fournier, la députée indépendante de Marie-Victorin, a déposé ça auprès de la ministre Lebel officiellement à l'Assemblée nationale. Puis moi, je fais une pièce de théâtre qui revient sur cette aventure-là, là, dans le fond. OK. Puis pour le fun, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez déposé ça à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben, écoute, la ministre Lebel, elle a reçu ça. Après ça, on n'a pas entendu parler pendant un grand bout. Puis après ça, ben, Catherine Fournier a déposé une motion à l'Assemblée nationale. Ça fait quoi, ça? Le 9 octobre dernier, là, elle a déposé une motion elle demandait que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de doter le Québec d'une constitution formelle avant la fin de la présente législature. Puis évidemment, ben, le gouvernement a amendé ça, quelque chose comme là, l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'envisager de doter le Québec d'une constitution. Puis là, ça veut dire quoi d'après toi? Ça veut dire que on fait pas grand-chose avec ça, là. Tu sais, donc il y a du désengagement là, un peu là dans cette, pas un peu, beaucoup, je dirais là. Ça c'est le côté politique, on y reviendra. Puis le côté artistique, le show, quelle sorte d'échange ça donne, qu'est-ce que ça fait comme moment artistique? Ben moi, je reviens sur la démarche, dans le fond, que j'ai menée pendant 3 ans. Ça m'a pris 3 ans de faire ça. Fait que je me suis ramassé dans tout un tourbillon parce que l'affaire que je décris, les indépendantistes, ils en veulent pas parce qu'ils ont peur que ça rentre dans la Constitution canadienne, ce qu'ils écrivent. Puis les fédéralistes, ils en veulent pas parce qu'ils ont peur que ça rentre en conflit avec la Constitution canadienne. Fait que fallait que je trouve $250 000 pour faire de quoi dont personne veut. Fait que, parce qu'au Québec, les gens sont en général assez campés dans ces deux tranchées-là, là, tu sais. Fait que, la pièce revient sur ça, donc je témoigne un peu du tourbillon dans lequel je me suis retrouvé. Il y a des images d'archives, parce qu'il y a Alexis Chartrand, là, qui est le petit neveu de notre autre Chartrand, qui a fait un documentaire là-dessus, fait qu'il y a bien des images d'archives de ça. Puis ben la pièce, ben ça me permet de faire des espèces de jeux de détournement avec ça, puis aussi de un peu à chaque instant montrer comment une chose est son contraire. Tu sais. Pour bien du monde, la politique, c'est plate. Pour bien du monde, il n'y a rien à faire avec ça. C'est une perte de temps, c'est des crosseurs. Puis de toute façon, l'humain étant ce qu'il est, il n'y aura jamais rien possible de rien faire. Toi, tu fais une œuvre d'art, une pièce de théâtre à partir d'une aventure qui est profondément politique. C'est quoi l'idée? Ben,
il y a rien qui est pas politique dans les fêtes, là. Tu sais, le café qu'on achète, c'est politique. Hein? Donc, chaque clic qu'on fait sur Internet est monétisé par quelqu'un. Donc, puis la façon dont on dépense notre argent comme moteur de l'économie, comme individu, c'est politique. Donc, chaque clic qu'on fait sur Internet est politique. Donc, il y a rien qui est pas politique. Donc, les gens qui pensent que la politique c'est pas intéressant, c'est qu'ils pensent que leur vie est pas intéressante parce que leur vie est pas politique. Ils pensent qu'ils sont en dehors de exact. Ça. Alors que non, il y a pas d'extérieur au monde capitaliste. On est dans le monde capitaliste. Il y a pas d'extérieur à ce monde-là. Et puis, donc, c'est politique tout ce qu'on fait. Donc, à partir de ce moment-là, nous, les artistes, quand même, on travaille avec des jeux de convention. Hein, tu sais, en art, tu rentres dans une salle de théâtre, les artistes, en général, ils vont établir des conventions. Puis là, la pièce fonctionne d'une certaine manière, puis tu finis par comprendre comment elle fonctionne. Puis si les conventions de la pièce te conviennent pas, ça se peut qu'après une heure, tu décides que tu sors de la pièce. Tu sais. Donc, ce jeu-là en art qu'on fait d'établissement de convention, d'établissement de langage, c'est une sorte de vivre ensemble. Hein? Donc, la notion d'avoir une constitution, par exemple, une loi fondamentale, là, c'est ça aussi, c'est établir des conventions. Ouais, sur la base de quoi on s'entend qu'on va vivre. Exact, ça va être quoi? Ça va être au théâtre, on fait ça pour 1h30. Là, nous, ici, présentement, tu sais, la gang, il me disait, oui, mais quelqu'un qui m'a interviewé, qui disait, oui, mais au Québec, on fonctionne déjà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je dis, c'est un état d'apartheid, hein, le Canada, là. Les gens dans les réserves, on appelle ça des réserves, mais ça a plus à voir avec des camps, puis il y a du monde qui n'a pas d'eau, là. C'est ça fonctionner. Ouais. Je suis pas sûr qu'on a la même compréhension du verbe fonctionner, là, tu sais. Donc, puis là, tu parles des Autochtones, mais il y a toutes sortes de formes d'exclusion, là, tu sais. Nous autres, on va voir des groupes communautaires qui travaillent en itinérance ou en, tu sais, je veux dire, t'as des gens qui sont, on accepte qu'ils soient out, puis c'est pas grave, puis c'est comme si on les calculait pas dans qu'est-ce que nous sommes, nous, tu sais. On fonctionne, ça fonctionne bien, ça dépend où tu te situes, tu sais. Puis même aussi, comment je dirais ça, le futur qui nous attend, c'est pas le monde que nous ont laissé nos parents. Le futur qui nous attend, on sait pas il va avoir l'air de quoi, puis faut se préparer à ce futur qui nous attend. Puis on doit rédiger, par exemple, une loi fondamentale, ça fait en sorte que tu vas décider, par exemple, de protéger quelque chose comme le fleuve Saint-Laurent dans cette loi fondamentale, tu sais, qui est un écosystème là, qui est essentiel pour le futur des enfants qui sont ici au Québec, là, dans le sens... Moi, je suis vraiment optimiste sur ce genre d'initiative-là, parce que je sais que quand tu prends du monde au hasard, tu mets ensemble, tu dis quelle sorte de pays vous voudriez, autour de quelle loi on s'entend, des règles de base. Généralement, là, le résultat est très intéressant. Après, je me demande comment... Parce que le vrai problème que je vois maintenant, puis c'est là où je trouve que l'art a un rôle à jouer, c'est que il y a une énorme différence entre ce qu'on voudrait. Tout le monde voudrait protéger le fleuve puis les baleines, dans le fond, là. Tout le monde voudrait avoir plus de temps pour vivre, prendre soin de leurs vieux parents puis de leurs enfants, dans le fond, tu sais. Mais le système veut pas ça. Le système, il va détruire les baleines, il va scraper le fleuve, il va faire en sorte qu'on n'a pas jamais une heure de libre non coupable à faire ce qu'on est bien de faire avec les gens qu'on aime, sans aucune culpabilité de pas être en train de produire, tu sais. Mais entre ces deux... Il y a une tension entre ces deux affaires-là. Fait qu'il y a une tension entre ce qu'on peut faire émerger comme artiste de quel est le désir des gens, tu sais. Essayons d'aller plus large. C'est quoi le désir? Puis après, ouais, mais comment on fait, genre? La route pour parvenir à faire exprimer ce désir populaire-là, c'est compliqué, c'est long, c'est pas sûr qu'on va être capable de la faire, tu sais. Mais c'est lié aussi aux canaux de communication, tu sais, parce que, au fond, les médias sont liés aux partis, et puis il y a de l'inertie beaucoup au Québec. Où les médias sont liés aussi, des fois, à des grosses entreprises. Ah oui, ils sont liés, certainement. tu veux dire, à du pouvoir. À du pouvoir partisan, politique, corporatif. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à faire aussi circuler comme information. Cette affaire de la constituante ouverte, on y a droit depuis 82, personne n'en parle. Donc, mon projet, c'est aussi un projet de démocratisation des droits citoyens, vulgarisation, parce que on dit le mot constitution, les gens font comme pas encore, on peut entendre parler de ça, alors que, voyons, c'est le B à bas, c'est la base, là. Mais comment je dirais ça aussi, ça questionne l'idée de la fiction. Est-ce que c'est de la fiction parce que ça vient d'un univers de la société civile ou pour être vrai, faudrait que ça vienne de l'État. Donc ça questionne. Il y a pas mal de fiction dans les échanges de l'État aussi. Là. Oui. C'est un spectacle aussi ce qui se donne sur la colline parlementaire. Exactement. Souvent. Puis ça se fonde un peu sur les assises fictionnelles de la politique, je dirais là, ce projet-là. Puis aussi de dire, mais est-ce que ça questionne aussi le rôle de l'art. Est-ce que l'art doit faire ça? Sauver le monde à tout prix? Est-ce que l'art peut faire ça? Tu sais,
ça questionne aussi les limites du médium théâtral pour tous les artistes, de dire, tiens, le théâtre, ça peut servir de courroie à faire une démarche de mise à l'épreuve du théâtre comme agora populaire, là, tu sais, pour doter un groupe humain d'une espèce de loi fondamentale qui ferait qu'on se reconnaîtrait entre nous comme appartenant à ce groupe humain, hein, parce que c'est de ça dont il est question. C'est parce que moi, je n'étais pas capable de dire à quel groupe humain j'appartiens. Donc, à un moment donné... Mais c'est comme s'il nous manquait, parce qu'on a beaucoup... Les gens disent beaucoup, on n'a pas de projet de société, puis on n'a pas de... Des fois, ils vont dire, on n'a plus de grands orateurs comme on avait avant, puis qui peuvent nous amener toutes dans la même histoire. Puis tu sais, il y a Yuval Noah Harari, je sais pas si tu as lu Sapiens, là, c'est une espèce de... Bon, tout le monde a lu, beaucoup de monde ont lu ce livre-là, là, c'est un livre sur l'histoire de l'humanité, puis il y a vraiment un regard original. Puis en gros, il dit, les humains, à partir du moment où ils ont été capables de parler, là, ils ont commencé à s'organiser autour de mythes, autour de récits. Puis là, sont arrivées les religions, mais dans le fond, le mythe capitaliste en est un aussi, tu sais. Ah, on va s'organiser selon une croissance, puis ceux qui vont avoir le plus d'argent, on s'entend que c'est des chiffres sur un ordinateur, là, mais c'est quand même le boss du monde, tu sais. Fait que c'est quand même... C'est une fiction qui prend forme dans la réalité parce que une grosse masse d'humains y croient. Puis là, c'est là que la foi est politique. Tu sais, mettons, t'as des sociologues québécois qui ont dit pendant la Révolution tranquille, c'était notre époque la plus religieuse. Parce que, là, je parle pas de religion catholique, mais parce que les gens ont cru avec une foi profonde dans un nouveau récit du Québec qui serait mieux, puis etc., etc. Puis ils ont embarqué ensemble, puis il y a quelque chose de religieux, pas dans le sens négatif, là, tu sais, embarquer ensemble dans, OK, on va tous croire à ce récit-là pour qu'il advienne. Puis des fois, je me dis, aujourd'hui, je suis contente de voir les artistes reprendre un peu, beaucoup d'artistes se mettent à développer une pensée politique, puis à l'exprimer à travers leur art. Puis tu sais, je parle de création du récit, là, tu sais, mais c'est ça, là, peut-être, la job, tu sais, pas de tous les artistes, mais ceux qui vont vouloir créer un récit collectif. Tu sais, en même temps, aussi, moi, je suis un défenseur de l'inutilité de l'art. Oui, non, moi aussi, je comprends. On vit dans un monde utilitariste. L'art, peut-être qu'il sait à quoi il sert, c'est à ne pas être utile. Oui, mais tu vois, moi, quand je sors d'une bouche d'un micro, puis qu'un itinérant joue du violon, là, puis que je reste là pour l'écouter parce que je suis ému, là, au fond, il est utile. D'un point de vue capitaliste, il est inutile. Mais moi, de mon point de vue, il est profondément utile. Tu sais, je vais vivre des affaires, ils vont me faire du bien pour 3 jours. Est-ce que la contemplation, ça s'inscrit dans la société utilitariste? Non, je pense que non. Mais justement, c'est une forme de résistance. Ouais. Mais aussi, cette affaire-là, que tout d'un coup, je me disais, tiens, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui se plaignent là, que les artistes, à quoi ça sert? Pourquoi on les finance? Je me disais, avec ce projet-là, on va le trouver à quoi ça sert. Puis quand ils vont le trouver à quoi ça sert, il vaut mieux l'époque où on le savait pas encore à quoi ça servait. C'était mieux quand on savait pas à quoi ça servait, parce que on pouvait se plaindre qu'on sait pas à quoi ça sert. Puis là, maintenant qu'on sait à quoi ça sert, oh mon Dieu, peut-être que finalement, c'est dangereux de savoir à quoi ça sert. Moi, je suis convaincue qu'il y a une vraie force politique dans les artistes, là, que c'est à partir du moment où tu te mets à élaborer tous ensemble, sans trop le savoir, juste parce qu'on se côtoie, parce qu'on s'entre-influence, parce qu'on vit ensemble, tu sais, à élaborer un projet qui est là, pas un projet sur papier, là, un rêve, une idée, une direction. Après ça peut prendre forme politiquement. Mais le point de départ, c'est ça. Puis je suis sûre que cette force-là des artistes, au fond, est crainte. Au fond, là, de façon subconsciente, là, puis que quand le système tape sur les artistes, parce que ça s'est fait, puis ça se fait encore, ils servent à rien, ils prennent de l'argent des contribuables, qu'est-ce que ça donne? Si c'était bon, il n'y aurait pas besoin d'argent des contribuables. Moi, je suis bien correct avec juste Hollywood, etc., tu sais. Pourquoi ils tapent dessus? Tu sais, moi, je pense qu'il y a une conscience un peu subconsciente de la force de c'est sûr que, tu sais, si Guylaine Tremblay et Céline Dion se mettaient d'accord pour passer un message à la population québécoise, les pouvoirs publics auraient la chienne de ce que ces personnes-là pourraient soulever, hein, comme mouvement populaire. Quoi que le complexe médiatique pourrait décider de taper dessus puis de les ridiculiser puis de les... Mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, quand même, c'est plus difficile de contrôler 100% du message qui est ambiant. Là, sauf que Facebook se met déjà à fermer des pages militantes. Certainement. Ça, tout est en mouvement tout le temps. Il faut toujours, en tant que créateur de récits d'avenir, mettons, là, on est tout le temps en train de devoir médier nos canaux, les divers canaux, puis savoir lesquels vont être plus fertiles pour nous, puis lesquels sont même ennemis. Ça arrive. T'en as clairement qui veulent pas que ça lève, qui veulent pas que ça change. Aussi, comment je dis ça, on est craint aussi parce que on est un peu des médiums en général. C'est un peu cliché, mais les artistes, c'est des antennes qui sont branchées sur leur époque, puis sur ce qui est autour d'eux, puis qui reçoivent, puis que cette réception de signal de leur époque, ils le remettent dans leur époque. Puis
Dans le sens où, tu sais, par exemple, c'est un précédent, moi, ce que je viens de faire dans l'histoire politique du Québec, ça a eu lieu. On peut pas dire, ceux qui disent qu'elle est fictive, cette constitution-là, elle est juste fictive parce que le gouvernement l'a pas envoyée à l'approbation référendaire. S'il l'envoyait à l'approbation référendaire, puis le peuple la voulait, ben, elle serait ratifiée, puis elle serait plus fictive. Elle a toujours bien été écrite plus par des citoyennes et des citoyens que la Constitution canadienne. Ben, c'est clair. Tu sais, je sais, Ben oui. dans les faits, là, tu sais. Fait que cette question de, que on peut, nous, on est, les artistes, on est des gens qui sont insatisfaits du réel, puis parce qu'on est insatisfait du réel, on ajoute des choses dans le réel qui n'existeraient pas si on les ajoutait pas. Et j'aime ton idée des antennes. Moi, j'appelle ça souvent la plaque sensible, mais tu sais, c'est comme une espèce de plaque sensible qui est capable de donner de l'information, là, c'est bien dit platement, mais sur le feeling, l'ambiance, c'est quoi le mood, c'est quoi l'émotion tangible qui est entre nous puis qui est là, tu sais, dans cette époque-ci, dans ce système-ci, dans les tendances, les tensions, tout ça, tu sais. Puis ça, moi, je le vois bien, là, dans le discours politique, dans le discours médiatique, c'est pas présent. Le feeling, là, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que ça nous rend heureux? Est-ce que je suis bien? Tu sais, on dit tant de personnes, tant de pourcents de jeunes souffrent d'anxiété, tant de pourcents de détresse psychologique, les burn-out, ça, on entend, c'est des données. Ils nous sont matraqués, là, puis tout le monde est en burn-out, tout le monde fait de l'anxiété. Mais c'est juste une donnée. Ça s'arrête là. Ouais, c'est ça, on fait rien pour que ça change. C'est ça. Fait que, tu sais, la vraie donnée anxiété est dans nos corps. Puis c'est comme, il y a juste les artistes qui peuvent dire, checker, on est tous Bluetooth ensemble. Là. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'on peut exprimer ensemble. Mais il faut trouver le moyen. C'est ça qui est dur. Ça s'exprimerait comment, toute cette anxiété-là, ensemble? Tu sais, le ras-le-bol de ça. Si tu... un immense rassemblement avec, tu sais, on a vu comment les manifestations pouvaient être festives, artistiques, créatives, complètement, genre, anarchiques dans l'expression artistique, puis c'est intéressant, puis même sur le net aussi, toutes les memes, c'est de l'art, là, l'humour. Mais ça, en même temps, en 2012, tu sais, puis ça, c'est le défaut de la qualité de la culture, de notre culture, là. C'est, tu sais, en 2012, il y a 1,5 million de personnes dans la rue, on aurait pu changer le Québec, bout pour bout. Puis le pouvoir a dû avoir peur de ça, là, quand même. Ils nous matraquaient pas pour rien, les gens dans la rue, là, tu sais. Mais je suis pas sûre qu'on aurait pu changer bout pour bout à ce moment-là. Non, parce que c'est une affaire de longue haleine. Non, mais c'est que vite, on a sorti des casseroles, puis c'est devenu une fanfare. C'est devenu... donc, ce côté aussi artistique de la mobilisation, c'est qu'aussi, on tolère pas le conflit, nous autres, au Québec. Donc, Mais tu penses pas qu'on exprimait une joie de se retrouver ensemble, d'être ensemble? Oui, mais je pense que ça nous détourne aussi des buts à atteindre, tu sais, c'est-à-dire que à la fin, ben les frais de scolarité, finalement, ils sont majorés quand même, puis on n'est pas dans la gratuité scolaire. Puis, moi, je vois ça plus comme un moment, tu sais, c'est comme faut pour être ensemble. On est tellement atomisés, puis pour être ensemble, être capable de représenter une force politique, faut d'abord qu'on ait des liens, puis que lutter et faire la fête, pour moi, ça va ensemble. Puis ça crée du lien, donc ça crée de la force. Mais pour moi, il y a quand même, tu sais, puis comme je dis, c'est le défaut de la qualité, parce que moi, je sors de cette grande aventure de 3 ans où on a fait la tour du Québec avec ça. 3 ans, de travail que moi, là, tu sais. Pour la Constitution. Eux autres, ils ont fait ça pendant 1 an, mais, tu sais, puis ce que je peux dire, c'est qu'au Québec, on est des gens modérés, là, tu sais. Moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai fait ça pour savoir de où je parle, à quel groupe humain j'appartiens, puis je le sais plus à quel groupe humain. Ça a fonctionné pour moi, en tout cas. Quand je lis cette Constitution citoyenne, elle est pas parfaite, mais ça me fait apprendre sur où j'habite, tu sais. Puis c'est ça, on est un peuple modéré. Fait que nous, quand c'est le temps d'être en conflit, ben on a tendance à plus faire la fête avec ça que d'aller au bout du conflit, parce qu'on est un peuple modéré. Puis oui, là, il se dit bien des affaires très très extrêmes sur les médias sociaux, mais c'est une petite frange de la société. Puis quand tu les mets en présence, ces gens-là, ils sont pas nécessairement aussi extrêmes. Puis en effet, les faiseurs d'opinion leur dit quoi penser. Ils donnent le dos un peu, le là, comme on dit un peu, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Puis tu sais, moi j'ai souvent, oui, on est modéré, puis ça, c'est pas juste nous autres qui le remarquons là, mais il y a quand même, on est considéré, mettons, par le reste du Canada comme les plus à droite à cause des signes religieux puis de François Legault, etc. Mais on est aussi considéré par la gauche canadienne comme les plus radicaux à gauche. Ça, c'est drôle, tu sais. Oui. 2012, par exemple, puis les dernières grosses manifs pour le climat, ça existait pas ça dans le reste du Canada, du tout, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est comme, on est peut-être un peu plus coloré, tu sais, ça aussi, on nous a reconnu ça beaucoup, mais c'est comme le mononcle qui dit, moi, je me choque pas souvent, mais quand je me choque, puis là, tu sais, on fait comme, ouais, je vais le voir quand je vais le croire, tu sais, que tu te choques vraiment quand c'est super, mais il y a quelque chose de ça un peu, je trouve, tu sais, ça nous tente pas de s'énerver, mais
quand c'est le temps, tu sais, puis qu'on se laisse aller, on peut être vraiment extrême. Moi, je trouve ça Mais tu positif. sais, aussi, tu parles par exemple qu'à cause de la loi 21, le reste du Canada nous trouve trop à droite, puis à cause de d'autres affaires, il nous trouve trop à gauche. Mais tu sais, le gouvernement de Legault, il enlève pas le registre des armes à feu. Pourtant, son électorat, il est contre le registre des armes à feu, mais il l'enlève pas parce que c'est une frontière. Au Québec, c'est pas comme en Ontario. Il y a un registre des armes à feu. Donc, comme c'est pas eux qui l'ont fait, ils ont pas apporté l'odieux d'avoir fait ça, puis en ne l'enlevant pas, ben ils font pas plaisir à leur électorat, mais au moins ils déplaisent pas à un électorat qui est peut-être moins acquis pour eux, puis ils font ce qu'ils veulent faire, eux autres, c'est ajouter des frontières. Fait que donc avoir un registre des armes à feu, en même temps, c'est quelque chose qui est comme considéré... Québécois. Oui, mais qui est considéré aussi peut-être plus à gauche, hein, tu sais, comparativement au reste du Canada, l'idée qu'on va contrôler les armes à feu plus, mais c'est pas contrôler les armes à feu qu'ils veulent, c'est mettre une frontière. Et donc, eux autres, dans leur politique, là, ils cherchent à mettre des frontières sans se doter d'un pays. C'est que ces manœuvres politiques-là, finalement, elles font fi aussi du spectre politique, parce que ce qui compte, c'est pas le produit de la politique, c'est que la politique, elle s'inscrit dans une mouvance où on installe des frontières, mais des frontières idéologiques. Ouais. Donc c'est sûr que le reste du Canada nous regarde comme voyons, c'est qui ce ça. monde-là, tu sais. Est-ce que tu penses que la politique a besoin de plus d'art? Ben oui, certainement. Puis aussi, on a besoin de gens qui sont plus dans un rapport à la parole qui est libre aussi. Tu sais, je pense que moi, dans la fin du spectacle que je fais présentement, j'appelle à l'élection de 125 députés indépendants au Québec, parce que je pense que dans la ligne de parti, c'est difficile. Ça brime les individus de leur franc-parler, puis de leur capacité aussi, parce que ma pièce, elle parle aussi de notre capacité individuelle à changer le monde. Moi, je me suis levé un matin, puis j'ai décidé que j'allais me lancer dans cette aventure politique. Puis j'avais chaque pas à faire pour me rendre jusqu'au bout. C'est même étonnant que j'ai réussi à me rendre jusqu'au bout. Mais ça, c'est aussi la capacité individuelle de chacun de prendre en charge. Hein, comme disait Lao Tse, quelqu'un qui pense qu'il peut rien changer par lui-même là, de la société dans laquelle il habite, c'est parce qu'il n'a jamais dormi tout seul dans une tente avec un maringouin. Mais je sais pas, tu sais, je regarde, moi je dis que ce projet-là, il servait à déjouer les forces de l'inertie. Puis parce que j'ai l'impression que les lignes de parti, ça empêche aussi le Québec de se mobiliser puis de se déployer pleinement. Là, mais il y a tellement, tu sais, les lignes de parti sont, t'as des partis qui sont carrément là, tes députés, c'est comme, c'est des pions. Ouais, c'est des pions, tu sais. Puis t'en as d'autres où il y a beaucoup plus de négociations avant que tu sortes. Puis c'est rare que tu seras pas d'accord parce que tu l'as négocié avant. Nous autres, c'est le même. Il y a des partis aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, tu sais, ils peuvent aussi voter de façon dissidente. Là, ben, moi, je vote pas pour la... Bon, tu sais, puis t'as toutes sortes d'affaires, mais ça règle pas tant. Tu sais, ça, c'est un des problèmes, la parole qui est pas libre à cause du parti. Mais moi, je te dirais que mon expérience personnelle, c'est pas ça. Tu sais, ce qui brime ma parole, c'est la réaction démesurée, là, à chaque fois que je fais genre 1 millimètre à côté, qui vient pas des partis, qui vient de la machine médiatique, qui est très politique, qui est aussi politique, qui est plus politique. En tout cas, souvent, je me dis, crime, le monde, les commentateurs sont plus des politiciens aujourd'hui que beaucoup de députés là, qui disent jamais rien, puis leur voix porte pas anyway. Puis, tu sais, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les commentateurs, il y en a pas un qui a touché à mon affaire. Martineau n'a pas parlé de ça, Bocoté n'a pas parlé. Non, parce que juste d'en parler, déjà, ça le récupère. Ben oui, juste d'en parler, chier dessus, ce serait d'en parler, puis ce serait déjà trop. Ouais, c'est ça. Fait que, non. Mais tu vois comment ils prennent... C'est comme s'il y a le système politico-médiatique, comment est organisé aujourd'hui, quand la personne élue s'avance et prend une parole libre, c'est puni. C'est comme pas permis. Tout à fait. Puis ça, puis moi, tu sais, mon expérience personnelle, c'est que j'ai zéro à aucun moment été puni par mon parti, là, tu sais, c'est pas arrivé, là. Puis tu sais, il y a bien des moves que j'ai faits qu'ils ont fait comme, bon, Catherine veut faire ça, vas-y, tu sais, parce qu'ils voyaient pas comment ils pourraient m'en empêcher, parce que la ligne de parti est assez souple. Mais sauf que la ligne sur laquelle faut que tu marches pour ne pas te faire démolir
Sur la place publique, oui. Pour que ton personnage ne soit plus existant dans le récit, soit jeté aux poubelles, il fasse plus partie du récit. C'est ça qui est dur. Mais en même temps, toi, comme député, je veux dire, t'occupes une place publique que beaucoup d'autres n'occupent pas dans le storytelling collectif. C'est ça. Après, on peut trouver que les gestes que tu fais sont des gestes d'éclat ou tu sais, on peut avoir toutes sortes d'opinions, mais les gens, ils ont de l'opinion. Après, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des personnes qui abordent le monde politique dans un angle peut-être plus inattendu, puis qui fasse en sorte aussi que ça ressensibilise les gens à la politique, parce que les gens sont comme les politiques, il y a tout un univers où la politique est faite pour pas qu'on s'y intéresse. C'est clair, c'est clair. Juste toute la question du code vestimentaire à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est fondamental le travail que tu fais là-dessus, parce que ça pose la question aussi de c'est quoi les paramètres dans lesquels on vit, ces fondations-là, elles sont basées sur quoi? Puis depuis combien de temps? Puis pourquoi, tu sais, des fois au théâtre, je vais dire, mais non, moi je ferais pas ça de même, là, à l'entrée en salle, on ferait ça différemment. Ouais, mais nous, on a toujours fait ça de même. Oui. Peut-être vous êtes toujours trompé. Peut-être ça fait 25. Vous vous souvenez, pourquoi on fait ça de même? On sait pas, moi, on a toujours fait ça de même. Tu sais, ça fait 40 ans c'est pas une bonne raison. Non, peut-être que ça fait 40 ans qu'on fait pas la bonne affaire. C'est ça. Puis moi, ce que je trouve absurde, c'est quand tu dis, ouais, mais il faut que tu représentes tous tes citoyens, donc tu dois faire ce qui a toujours été fait. Hein? Et les citoyens sont pas... Je sais pas, on leur a-tu demandé? Puis d'ailleurs, je ressemble à mes citoyens. Moi, là, je me sens pas loin d'eux autres. Là. Je suis pas... je me sens bien plus à l'aise de rentrer voir des groupes comme je suis que si je, tu sais... si je me déguise. Pour moi, c'est ça, c'est pour moi, tu sais. Non, puis tes électeurs, ils t'ont élu à l'Assemblée nationale pour qui tu es. Donc, fort est à parier qu'ils vont récidiver. Puis en tout cas, je te le souhaite. Puis je t'encourage, moi, à continuer de faire le travail que tu fais parce que, en effet, on aurait besoin au Québec là, qu'il y ait plus de monde qui attaque la politique d'un angle, comment je dirais ça, en tout cas qui nous oblige à se positionner puis qui arrête qui nous sorte du ronron là. Merci Christian. Merci à toi. Super belle entrevue, c'était le fun au bout. Fait que c'était ça pour l'épisode d'aujourd'hui sur l'art et la politique. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et d'ailleurs, si vous êtes des auditeurs coutumiers de notre émission, puis que vous avez des commentaires ou que vous avez envie de nous dire vous devriez faire ci, faire ça, ou bien nous donner des idées tout simplement, n'hésitez pas. Écrivez à l'adresse courriel du bureau de circonscription de Tachereau vos commentaires. On va être super contents de les lire. Salut tout le monde, à la prochaine!